Bonjour à toutes et à tous et bienvenue. Aujourd'hui, on plonge dans la carrière d'une véritable légende. Ah oui, une icône, carrément. Un artiste martial qui a vraiment élevé sa discipline au rang d'art cinématographique. Jet Li. Tout à fait. Pour cette analyse, on s'est appuyé sur pas mal de sources, des bios d'hallucinés, Cosmopolitan, Wikipédia, et on a croisé ça avec des classements de films, notamment de Sens Critique. Une bonne base. L'idée, c'est vraiment de comprendre comment le jeune Li Lianjie, ce prodige du wushu, est devenu une star mondiale. La question de fond, c'est qu'est-ce qui rend sa trajectoire si unique ? Et c'est une super question parce que sa carrière, on peut vraiment la voir comme une pièce en 3 actes. C'est assez clair. Ah, j'aime bien cette idée. C'est quoi ces 3 actes ? D'abord, t'as le champion, l'athlète prodige en Chine, presque surhumain. Ensuite, le 2e acte, c'est son ascension en tant que superstar du cinéma asiatique. En Hong Kong, principalement. Exactement. Et enfin, le 3e acte, sans doute le plus complexe, la conquête d'Hollywood, pour devenir une icône mondiale, quoi. Son parcours, en fait, c'est bien plus qu'une filmo, ça raconte une vraie transition culturelle dans le cinéma d'action. Ok, c'est une super grille de lecture. Alors, allons-y, commençons par le premier acte. Bien avant les caméras, les débuts. Le wushu. Le wushu, les faits qu'on trouve dans les sources sont proprement hallucinants. Il devient champion national de Chine à 11 ans seulement. C'est dingue, 11 ans. Et c'est pas un coup de chance, hein. Il va gagner 5 fois la médaille d'or. C'est une précocité qui dépasse l'entendement. À cet âge-là, la plupart des gamins apprennent à faire du vélo. Lui, il maîtrise un art martial au plus haut niveau dans un pays immense. Et il devient même entraîneur de l'équipe nationale avant d'avoir 20 ans. Voilà, c'est le genre de fondation qui te forge une discipline de fer pour toute une vie. Mais alors, qu'est-ce que ce sport, le wushu, a de si particulier ? En quoi ça a vraiment façonné l'acteur qu'il est devenu plus tard ? Alors ça, c'est le point crucial. Ce qui est fascinant, c'est que le wushu, c'est pas juste un sport de combat. C'est pas de la bagarre. C'est plus que ça. Beaucoup plus. C'est une discipline de performance. C'est presque une forme de danse martiale. Ça mélange des techniques de boxe traditionnelles et le maniement d'armes hyper variées. D'accord. Et le tout dans des enchaînements très chorégraphiés, qu'on appelle les taolu. Donc, il n'y a pas que l'efficacité, il y a la recherche de la perfection esthétique du mouvement. Donc, avant même de faire du cinéma, il était déjà un artiste de la scène, en quelque sorte. Absolument. Sa future carrière, elle était déjà là, en germe, dans les gymnases de Pékin. Et ce style, cette pureté, c'était complètement nouveau par rapport à ce qu'on voyait au cinéma. C'est-à-dire ? Le public connaissait soit la fureur quasi spirituelle de Bruce Lee, une énergie brute, oui. Voilà, soit le chaos un peu burlesque, très inventif de Jackie Chan. Jet Li, c'était autre chose. C'était la perfection d'un athlète olympique. Chaque mouvement est millimétré, presque mathématique. Pas un geste de trop. Jamais. C'est cette précision chirurgicale, avec une vitesse d'exécution stupéfiante, qui va devenir sa signature. Et cette signature, elle va vite trouver son public au cinéma. La transition se fait alors qu'il est encore ado. Les sources le placent sur le tournage du temple de Shaolin vers 1979. Il a 17 ans. Oui, le film sort en 82, et là, c'est un raz-de-marée. Le mot est faible, non ? Ah oui, c'est un euphémisme. En Chine, c'est un phénomène culturel sans précédent. Le film fait de lui une star nationale du jour au lendemain. D'accord. Mais ça va bien au-delà du box-office. Le film a provoqué un tel engouement que, d'après certaines anecdotes, des milliers de jeunes se sont enfuis de chez eux pour essayer de rejoindre le vrai monastère de Shaolin. C'est fou, hein ? Il a relancé à lui seul l'intérêt pour les arts martiaux dans tout le pays. Totalement. Il est devenu le visage d'un renouveau. Et ce succès énorme en Chine, j'imagine que c'est ce qui lui ouvre les portes de Hong Kong, qui était à l'époque le véritable Hollywood du cinéma d'action asiatique. C'est le début du 2e acte. On y est. Et là, à Hong Kong, il va changer de dimension. Il collabore avec les plus grands, à commencer par Tsui Hark pour la saga « Il était une fois en Chine ». À partir de 1991, oui. C'est là qu'il incarne le héros Wang Fei-hong. Il devient une icône. Une icône, oui. Et ce rôle est fondamental parce que Wang Fei-hong, c'est pas n'importe qui. Qu'est-ce qu'il représente, ce personnage ? C'est l'incarnation d'un idéal chinois. C'est un maître d'arts martiaux, mais aussi un médecin, un érudit. Il est sage, droit. Il défend les traditions chinoises face à l'Occident ? Exactement. Et ce personnage lui donne une aura de dignité, de noblesse. Ça contrastait beaucoup avec les rôles de Jackie Chan, par exemple, qui jouait plus l'homme du peuple. D'accord, je vois. Avec ce rôle, il devient le visage d'une certaine fierté nationale.
Le gardien d'un héritage, tout à fait. Et pendant cette période, il tourne aussi Fist of Legend en 94, souvent cité par les puristes comme un des plus grands films d'arts martiaux de tous les temps. Ah oui, c'est un remake d'un film de Bruce Lee, La Fureur de vaincre. Donc la comparaison est inévitable. Et elle est passionnante, parce qu'elle illustre parfaitement leurs différences. Là où Bruce Lee exprimait une rage viscérale, une fureur, Palpable, oui. Jet Li, lui, il propose une approche clinique, technique. Les combats dans Fist of Legend sont d'une complexité, d'une fluidité folle. C'est moins une explosion de colère qu'une leçon d'arts martiaux à très haute vitesse. Il se réapproprie le mythe, en fait. Il le redéfinit avec sa propre grammaire. À ce moment-là, il est au sommet de son art en Asie. Il ne lui reste plus qu'une seule frontière à franchir. Hollywood, La plus difficile. le 3e acte. Et là, ça devient vraiment intéressant. Son entrée à Hollywood m'a toujours fasciné. On pourrait s'attendre à ce qu'une star pareille arrive en grande pompe, dans un rôle de héros. Bah non, mais pas du tout. Il fait un choix à contre-courant. En 1998, il joue le grand méchant dans L'Arme Fatale 4. Et c'est une stratégie brillante. Pourquoi? C'est risqué, non? C'est brillant parce que s'il était arrivé en héros, il aurait été en concurrence directe avec les stars américaines sur leur terrain. En arrivant comme l'antagoniste, il a pu faire ce qu'il fait de mieux. Une démonstration de force. Il n'a pas besoin de beaucoup parler. Voilà. Face à Mel Gibson et Danny Glover, son corps, sa vitesse, sa présence suffisent. Pour le public occidental qui ne le connaissait pas, c'était une introduction parfaite, inoubliable. Il leur vole la vedette, clairement. C'est vrai. Mais est-ce qu'il n'y avait pas le danger d'être catalogué? De devenir le méchant asiatique de service? Le risque était énorme. Et c'est là que la suite de sa stratégie est encore plus intelligente. C'est-à-dire? Il ne reste pas dans ce registre. Juste après, en 2000, c'est Roméo doit mourir. Son premier grand rôle principal. Où il est le héros. Oui, un héros d'action, mais un héros romantique. Le message était clair. Vous m'avez vu en méchant, maintenant regardez ce que je peux faire en protagoniste. Et il ne s'arrête pas là. Il va chercher à montrer autre chose, notamment avec ses collaborations en Europe avec Luc Besson. Je pense au Baiser mortel du dragon. Tourné à Paris, oui. Et surtout, Danny the Dog. Ah, Danny le Dog. Ce film, en 2004, a été absolument crucial. Pourquoi? Parce qu'il lui a permis de prouver qu'il était un véritable acteur, pas seulement un athlète. Dans ce film, il joue un homme élevé comme un animal de combat, sans humanité, qui la redécouvre. Au contact de la musique? Exactement. Et sa performance elle est incroyablement touchante, pleine de vulnérabilité. Il a montré une profondeur dramatique que personne à Hollywood ne soupçonnait. C'est ça qu'il a installé durablement. Définitivement. Ça a prouvé qu'il pouvait porter un film sur ses épaules, pas seulement avec ses poings, mais aussi avec son jeu d'acteur. Cette double reconnaissance, technique et artistique, va le propulser à un autre niveau. On entre dans la période de ses films les plus acclamés, ceux que Sens Critique, par exemple, place tout en haut. Oui, et le premier qui vient à l'esprit, évidemment, c'est Hiro. Hiro de Zhang Yimou en 2002. Un film capital. C'est un retour au cinéma chinois, mais avec une ambition mondiale. Ce n'est plus juste un film d'action. C'est une fresque visuelle, presque un poème. C'est ça, un poème épique sur le sacrifice. La mise en scène de Zhang Yimou, avec ses codes couleurs, sublime le talent de Jet Li. Les combats ne sont plus des affrontements. Oui, on le décrit souvent comme son film le plus introspectif. Il y joue Wu Yuanjia, un maître d'arts martiaux historique qui, après avoir été dévoré par l'orgueil, trouve la rédemption dans l'enseignement. C'est une réflexion sur le sens des arts martiaux. Au-delà de la violence, oui. Beaucoup y ont vu un écho à sa propre carrière, une sorte de testament philosophique. Et pour couronner le tout, la consécration ultime peut-être, il rejoint la saga The Expendables en 2010, le panthéon des légendes de l'action. Voilà, à l'écran avec Stallone, Schwarzenegger, Bruce Willis, c'est la validation par ses pairs. Totalement. Il n'est plus l'acteur d'arts martiaux venu d'Asie. Il est l'un des plus grands noms du cinéma d'action, point. Il a sa place dans ce club très, très fermé. Alors si on fait le bilan avec plus de 40 films au compteur, quel est l'héritage durable de Jet Li ? Son héritage, je pense, repose vraiment sur cette technicité quasi inégalée qu'il a amenée au grand public. Il a transposé l'esthétique et la discipline du wushu sur grand écran et il l'a rendu spectaculaire pour le monde entier. Il a offert une alternative ? Oui, une alternative à la force brute ou à la comédie. Son style, c'est la perfection du mouvement. Une pureté, une élégance dans le combat qui a profondément influencé tout le genre.
Les sources mentionnent aussi que sa carrière a pas mal ralenti depuis 2010 à cause de problèmes de santé. Oui, on lui a diagnostiqué une hyperthyroïdie. C'est une condition qui affecte le métabolisme, le rythme cardiaque, ce qui est évidemment un obstacle énorme pour un athlète de ce niveau. Donc il a dû réduire les rôles très physiques. Voilà. Mais même avec cette retraite un peu forcée des premiers plans, son statut de légende est intact. Absolument intact. Donc, pour résumer, on a ce parcours incroyable d'un prodige qui, grâce à une maîtrise technique hors du commun, a conquis la Chine, Puis est devenu une icône culturelle à Hong Kong. avant de réussir une transition vers Hollywood d'une intelligence stratégique assez rare. Tout à fait. Et il s'est imposé avec un style unique. Ce mélange de vitesse foudroyante, de précision clinique et d'une grâce qui a laissé une empreinte indélébile. C'est une excellente synthèse. Et tout ça, ça soulève une question importante pour la suite. La culture populaire l'associe presque toujours au duo mythique. Bruce Lee et Jackie Chan. On a ce triumvirat. Oui, les trois grands. Voilà. Si on admet que Bruce Lee, c'est la puissance philosophique et que Jackie Chan, c'est l'acrobatie comique, quelle est la place unique, irremplaçable que Jet Li occupe dans ce trio? Et surtout, Oui. comment est-ce que sa quête de la pureté technique, cette recherche de la perfection du geste, peut-elle influencer la nouvelle génération? À une époque où les effets spéciaux numériques peuvent tout simuler, la question de l'authenticité du corps de l'athlète face à la machine, c'est peut-être ça, son héritage le plus provocateur. Une réflexion à méditer.